Allô? Allô? Oui, bonjour, cher mère. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bonjour, Chris. Comment allez-vous? Oui, Je je vais suis très du bien. côté de New York. Ça va Tout le très monde bien. va bien. Ça va par la grâce de Dieu. Ok, Dieu soit loué. Amen. Éclairage, merci pour cette journée. Déjà, je rends hommage à toutes les personnes qui ont subi, qui sont enfin, toutes les personnes qui ont perdu leur vie et voilà, toute l'histoire du RDR lui-même. Grand hommage à ce peuple-là qui a subi toute cette histoire. Déjà, merci aussi encore pour ce rappel. Éclairant, je voulais juste dénoncer un fait de cette histoire. Et c'est quoi? Vous avez à un moment dit tout peuple qui a honte de son histoire se soumet à subir un recommencement de cette histoire, si j'ai bien interprété si j'interprète bien ce que vous avez dit. Effectivement. En fait, je voulais quand même vous demander ou chercher à comprendre pourquoi certains, jusqu'aujourd'hui, dénient le fait qu'on dise d'eux qui sont du RDR. Est-ce que vous pouvez être plus précis en disant qui dit qu'il n'est pas du RDR ou qu'il est du RDR? Si vous êtes plus précis, ça va m'aider dans la réponse. Non, j'en entends, ou bien quand par exemple j'en ai entendu dire par exemple, enfin quand on appelle, on indique d'une telle personne qu'elle est RDR, ou bien alors, j'ai entendu ça en tout cas sur une des émissions qui n'est pas la nôtre ailleurs, où l'animateur rejetait le fait que l'intervenant disait du parti ou alors des nordistes qu'ils étaient RDR, mais qui préféraient qu'on dise RHDP. Et je trouve que c'est pas juste. Comme vous l'avez dit, il ne faut pas oublier son histoire, il ne faut pas la renier. Bien au contraire, il faut en être fier. Surtout que cette histoire, cette révolte était fondée et assez forte. Je crois que c'était quand même assez meaningful pour que aujourd'hui certains la renient. Et j'espère, je voudrais quand même que vous puissiez, si vous voulez bien, essayer de faire un petit développement dessus pour emmener ces personnes-là qui renient du fait qu'on dise d'eux qui sont RDR à peut-être avoir une autre compréhension ou une autre vision de son histoire, de l'histoire du RDR lui-même. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais dire ce soir. Et moi, ça me remonte franchement que certains rejettent le fait qu'on dise d'eux qui sont du RDR. Ok. Cher mère, je vous dis d'abord merci, merci infiniment. Et savez-vous, dans l'histoire de l'humanité, certains même ont honte d'avoir été créés par Dieu et deviennent donc des adeptes du Satan. C'est quoi le RDR? On ne pourra pas expliquer toute l'histoire, mais on va rentrer sommairement là-dedans. D'abord, le RDR n'est pas une création d'Alassane Ouattara. Il faut que les uns et les autres se mettent cela correctement en tête. Alassane même n'est pas parmi ceux qui ont créé le RDR. Mais le RDR, c'est quoi? À partir de 1993, lorsque Félix Houphouët-Boigny décède, Bédié se proclame successeur naturel d'Houphouët-Boigny et sans tenir compte même de la bienséance, s'accapare du pouvoir d'État et force la main à Alassane Ouattara d'abdiquer. Bédié prend le pouvoir dans ce contexte. Mais Bédié n'est pas sans savoir qu'Alassane Ouattara sera un concurrent très sérieux si on veut faire un jeu franc, honnête et qu'on veut laisser tous les Ivoiriens participer. Comme le disait notre père Émile Théé, comment on peut accepter que quelqu'un soit un premier ministre d'un pays, occupe des fonctions très prestigieuses et pour des questions d'élection, on en vient à lui coller une autre nationalité pour essayer de distraire le monde. Et donc, Bédié va donc créer le concept d'ivoirité. Et comme c'est quelqu'un qui n'a jamais été courageux, il va encourager les concepteurs de cette vilainie humaine
On peut parler? Ok. Allez-y, allez-y, Ok. j'ai rien. Il y a des bruits en arrière-plan qui me gênent un peu. Ah, d'accord, d'accord, excusez-moi. Allez-y, s'il vous plaît. Désolé. Ok. Et donc, il va mettre tout en œuvre pour essayer de catégoriser la population. Ou bien si vous voulez, vous pouvez couper. Là, je vais continuer. D'accord, d'accord. Oui, oui, ça sera un peu plus facile pour moi. Ok, vraiment, merci beaucoup. Et donc, Bédier va catégoriser les Ivoiriens. Et s'il vous plaît, on ne veut plus que quelqu'un appelle, on ne prendra plus personne. Il est déjà 12, vous êtes en dehors du temps, on ne prendra plus personne. Bédier va donc catégoriser les Ivoiriens. Et la meilleure illustration se trouve dans son livre Les chemins de sa vie, où il dit que les Akans sont la race supérieure qui doit, par essence, par nature, commander. Et il dit aussi que les peuples du Nord ne méritent que d'être des esclaves. Et que les peuples de l'Ouest sont des jouisseurs compulsifs qui ne sont bons que pour amuser la galerie et faire danser le peuple. Ainsi de suite, Bédier ayant catégorisé le peuple, dans son concept, en réalité, il n'est pas courageux suffisamment pour l'assumer. Il dit non, c'est un concept pour faire la promotion des valeurs humaines ivoiriennes et faire la promotion de tout ce qui est ivoirien. Mais en réalité, est-ce que lorsque on dénie la nationalité à quelqu'un, c'est faire promotion de ce qui est une valeur culturelle ivoirienne? Est-ce que le fait d'ostraciser les populations du Nord, de les humilier, de les attacher les uns aux autres comme des animaux au temps de l'esclavage, dans leur sortie de mosquée, vouloir les tuer dans leur religion, vouloir les humilier parce qu'ils sont d'une nature, qu'ils sont d'une origine. Et pendant tout le règne qu'a duré le règne de Bédier, de 1993 jusqu'au 24 décembre 2022, c'était devenu le sport favori de ce régime PDCI d'Henri Konan Bédier, qui est le père de tous les malheurs de la Côte d'Ivoire. Que d'humiliation les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire n'ont-ils subi? Que d'injustice les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire n'ont-ils subi? Et est-ce que les 6 zéros qui étaient mis sur les cartes d'identité des gens du nord, contrairement aux autres Ivoiriens, est-ce que ça aussi c'était une promotion des valeurs culturelles ivoiriennes? Est-ce que diviser, stigmatiser, catégoriser les Ivoiriens, en quoi cela pouvait-il être bénéfique pour les Ivoiriens? Quand les vieux musulmans ou les musulmans, les vendredis, se faisaient arrêter et humilier, attacher les uns aux autres, parce qu'ils étaient différents, parce qu'ils expriment leurs différences culturelles avec leur manière de s'habiller. Est-ce que ça, c'était une manière de faire de la promotion de la culture ivoirienne? Quand dans les cas de transport, quand dans les transports en commun, les policiers avaient carte blanche de faire arrêter les véhicules et de dire, vous les djoulala, c'est un exemple que je prends, mais c'est la réalité, descendez ici et tu étais obligé de négocier ta nationalité. Si tu voulais obtenir ta carte d'identité, soit tu payais de l'argent, et ça à n'importe quel barrage, ou bien, si tu voulais être digne suffisamment, tu retrouvais ta carte d'identité qui était prise et purement et simplement déchirée. Dans le summum de sa division ethnique en Côte d'Ivoire, qui ne se souvient pas qu'au temps de Laurent Gbagbo et pardon de M. Bédier, les Ivoiriens originaires du nord de la Côte d'Ivoire, lorsqu'ils demandaient leur carte d'identité, même quand elle était produite, on faisait tout pour ne pas leur livrer ces cartes-là, ou bien ces cartes à temps, et on faisait tout pour, si par exemple tu as fait la demande dans un commissariat à Marcory, on va déposer ta carte d'identité quelque part à Yamoussoukro. Ta carte d'identité, elle a été produite, elle est en zone de livraison, mais puisque là où tu dois retirer, tu vas aller, tu vas faire 1000 ans, tu n'auras jamais ta carte d'identité. Voici plus ou moins décrit le schéma. Et les gens de la Côte d'Ivoire et le RDR qui est né de la frustration du congrès qui avait été organisé, où la parole sera arrachée. Et on dira à des gens comme Jenny Komina et bien d'autres, au sein du PDCI, vous n'avez pas droit à la parole parce que vous êtes soupçonnés d'avoir été des gens proches d'Alassane Ouattara. Et donc, le décor de la division ethnique ayant été bien fixé,
Et donc la frustration de ces personnes va les conduire à créer un parti qui sort du PDCI pour combattre l'injustice, pour combattre l'idée que Oufo a toujours combattu, la division de la Côte d'Ivoire. Parce que la politique d'Oufo-Boigny a toujours été l'unité du peuple ivoirien dans sa diversité. Et donc, cette nouvelle politique qui naît avec l'époque de Bédié frustre certains parmi les anciens adhérents du PDC comme Dini Komina et autres, et ils vont donc créer le RDR. Est-ce que les gens du Nord, quand ils nous appellent RDR, est-ce qu'ils doivent en avoir honte? Moi, je dirais que si tu es un fils du Nord, que tu respectes ton histoire, tu dois comprendre que le RDR est né dans une volonté de combattre l'injustice. Le RDR est né dans une volonté de mettre fin au tribalisme institutionnalisé par Nkona Bédié. Le RDR est né comme une arme pour mettre frein à la division des Ivoiriens. Et dire que quelqu'un est RDR, pour moi, je dis bien pour moi, c'est une fierté. Parce que devant l'histoire, personne ne pourra me dire que le RDR a été un parti qui a stigmatisé. Par contre, le PDCI d'Henri Konan Bédié a stigmatisé. Le FPI de Laurent Gbagbo a stigmatisé. Et Guy Robert lui-même a stigmatisé les Ivoiriens. À travers le et le ouf. Certes, il était manipulé par Laurent Gbagbo, mais ce n'était pas un enfant. L'histoire veut qu'il assume ses responsabilités. Il était venu pour balayer la maison, pour mettre fin aux injustices que lui-même, Guy Robert, décriait. Mais souvenez-vous que les soldats qui ont pris les armes le 19 septembre 2002 demandaient à Chérif Ousmane comment il a perdu sa dent. Comment il a perdu ses dents. Demandez à beaucoup de soldats comment ils ont été tués. Lors du temps de Guy Robert, la chasse aux soldats du Nord, on doit s'en souvenir. Et politiquement parlant, ces braves personnes comme Dini Komina et ceux qui ont mis le RDA en place se sont dit, nous n'allons pas nous asseoir et regarder le pays se déchirer par la volonté tribaliste d'Henri Konan Bédié. Ainsi donc naît le RDR. Le RDR naît en tant que machine politique. Mais tout naturellement, puisque l'idéal et l'idéologie du RDR coïncident avec l'idéal de populations du nord de la Côte d'Ivoire qui se sentent ostracisées, qui se sentent aujourd'hui, même dans les boulots, même dans les métiers, les concours, les gens du nord étaient mis en minorité. C'est la vérité, il ne faut pas se mentir. Et dans la vie sociale, les gens du nord, tout était fait pour qu'ils se sentent différents, donc moins ivoiriens que les autres. Et ils étaient mis au même niveau que les étrangers afin de mieux pouvoir leur faire mal. Et donc, en tout état de cause, qui peut être dans son pays, être traité comme un étranger, être bafoué dans ses droits et être heureux? Ceux qui veulent occulter l'histoire, nous leur posons la question, si c'était une bonne chose, pourquoi vous-même vous ne prenez pas votre peuple et puis vous vous soumettez dans cette situation? On peut être malhonnête, mais devenir méchant et devenir inhumain jusqu'au point de ne pas reconnaître le tort qu'on a fait à l'autre, c'est la chose la plus inhumaine et la plus insupportable. Et donc, de façon naturelle, les populations du Nord, je dis bien les populations du Nord, je n'ai pas fait de différence, avec les Ivoiriens épris de justice, vont combattre ce régime basé sur le caractère tribaux, identitaire, pour diviser davantage les Ivoiriens, parce qu'ils disent que les Djoula ont les transports, les Djoula ont le commerce, les Djoula ont l'aspect financier, mais du côté informel. Ils ont les marchés aussi. S'ils viennent encore partager le pouvoir avec eux, les vrais Ivoiriens, ce sera la fin des vrais Ivoiriens qui auront tout perdu. Voilà le discours identitaire que Laurent Gbagbo, que Guy Robert, que Henri Konan Bédié tient à ceux qui les suivent afin de pouvoir manipuler cela correctement. Et c'est un discours qui est facile et qui prend. Mais qui peut accepter d'être combattu dans ses droits les plus fondamentaux et ne pas chercher à obtenir justice? Est-ce que la fierté du nord de la Côte d'Ivoire serait venue si le nord avait dit nous acceptons d'être des sous-hommes et nous n'allons pas réclamer nos droits? Et donc le RDR, pour moi, ce n'est pas les gens du nord qui ont créé le RDR, ce sont tous les Ivoiriens épris de justice, d'égalité et de fraternité qui ont créé le RDR. Mais le combat du RDR était tellement noble que les gens du Nord se sont sentis
impliqué naturellement pour aider ce parti à venir au pouvoir, pour combattre la xénophobie, pour combattre le tribalisme, pour combattre les injustices. Et c'est dans cette même dynamique que le RDR va demeurer. Et lorsqu'il y aura le coup d'État de 1999, comme Guy Robert l'annonce, vous allez voir que ces jeunes soldats qui ont fait ce coup-là, en tout cas, leur représentant, l'homme le plus en vue, c'est Ibrahim Koulibaly. Et ils vont mettre un temps pour pouvoir trouver des dirigeants. Ils vont d'abord contacter Abdoulaye Koulibaly. Ils vont contacter Palinfo. Mais tous ceux-là vont dire non. Vous, en majorité, vous êtes du Nord. Si nous acceptons d'être là, les gens diront que nous sommes venus pour faire un combat identitaire. On ne peut pas accepter ça. C'est là que je salue ces deux personnes-là. C'est vrai que certains auraient pu dire que ça aurait pu faciliter les choses. Mais ils ont eu l'esprit de la fraternité et de l'unité de la Côte d'Ivoire. Sinon, ils auraient pu prendre. Mais ils ont dit non, donnez ça à Guy Robert. Et Guy Robert prend le pouvoir avec, je dis bien, la certitude qu'on va vers une Côte d'Ivoire où il n'y a pas des Ivoiriens du Nord, il n'y a pas des Ivoiriens de l'Ouest, encore moins ceux de l'Est et du Sud. Tu es Ivoirien et ça s'arrête à ça. Contre toute attente, Laurent Gbagbo, 2 semaines après le coup d'État, va sortir et va dire ceci. Si le coup d'État est un coup d'État RDR, qu'on nous le dise. Ça veut dire quoi? Si ce sont les gens du Nord qui ont fait le coup d'État, qu'ils assument leur coup d'État pour que ça devienne un coup d'État des tribalistes. Guy Robert, sentant cette chanson le mettre mal à l'aise, surtout avec les manipulations de Laurent Gbagbo, va se laisser manipuler par Laurent Gbagbo. Ils vont donc écrire une constitution avec toutes les turpitudes du monde. Et Laurent Gbagbo lui-même ne se gênera pas pour dire que la constitution effectivement avait été écrite pour éliminer Alassane Ouattara. Et donc, dans ce contexte-là, ils vont même, Bédié même sera lui-même en 2000 victime de sa propre turpitude. Puisqu'en 2000, et Alassane Ouattara, et lui-même Bédié, et plein de personnes, même Laurent Donan-Fologo, eux tous, leur candidature sera annulée. Parce que telle était la volonté. Et comme vous le savez, Laurent Gbagbo n'a pas manqué de rappeler la charte de l'Ouest. La charte de l'Ouest qui dit qu'il faut tuer les étrangers et les gens du Nord. Et qu'il faut prendre leurs biens et les donner aux gens de l'Ouest. Ça est là, tout est là en vidéo aujourd'hui. Ça est là, vous pouvez voir. Et donc sur cette base-là, Laurent Gbagbo arrive à convaincre Guy Robert. Guy, tu restes au pouvoir. Tu viens au pouvoir. Garde-le pour les gens de l'Ouest. C'est la vraie histoire de la Côte d'Ivoire qu'on est en train de vous rencontrer. Et s'il y a des garçons, parce que si moi je suis suffisamment garçon, c'est que quelqu'un est en train de raconter, si c'est faux là, je vais sortir pour dire tu mens. Et donc si, chers Ivoiriens, vous m'écoutez, si ce que je dis n'est pas vrai, soyez suffisamment garçon, sortez pour dire telle partie n'est pas vraie. C'est très important. Et donc dans leur manipulation, Simone Gbagbo, avec les Bro-Grebeux et bien d'autres femmes auront pour tâche d'intoxiquer au maximum les uns et les autres, aller jusqu'à dire que la première femme ne doit même pas avoir la peau blanche. Si tel était le cas, est-ce que Michel Gbagbo allait pouvoir être député aujourd'hui? Et ils vont aller plus loin pour dire que le président ou le futur aspirant doit être de père et de mère ivoirienne, eux-mêmes d'origine ivoirienne. Ce qui n'est pas mauvais. Mais là où le bas blesse, Guy Robert lui-même n'a pas été capable de nous montrer, ne serait-ce qu'un extrait de naissance. Laurent Gbagbo lui-même, il y a un doute sur sa paternité, parce qu'il y a 11 ans entre lui et son père Koudou. Henri Konan Bédié va jurer sur honneur, sans être capable de présenter ne serait-ce qu'un certificat d'extrait de naissance. La seule personne qui sera capable de montrer quelque chose à la face du monde s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Il vient avec le passeport de son grand-père, les documents ivoiriens de son père, les papiers de sa grand-mère, les papiers de sa mère, et il les met là. En réalité, le seul qui peut se prévaloir de respecter les
critères mis dans leur constitution écrite s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Mais contre toute attente, Dieu merci, l'histoire nous réserve ce côté caché en tout temps et en tout lieu. Ce que tu fais finit par te faire toi-même. Quand tu creuses une tombe, sache que tu seras aussi enterré dans la même tombe. Henri Konan Bédié, qui avait mis les ingrédients de l'ivoirité, en 2000 se retrouve être victime puisqu'il sera écarté des élections. Alassane, qui est la victime que tout le monde voulait utiliser, se retrouve écarté. Mais ce qui a été intéressant, c'est que Guy Robert lui-même en 2002, le 19 septembre 2002, il va payer le prix de sa turpitude en se faisant tuer par Laurent Gbagbo le 19 septembre 2002. Et donc, cette Côte d'Ivoire vous étant présentée, Laurent Gbagbo prend le pouvoir dans ce contexte. Et comment il a pris le pouvoir? Lui et Laurent Gbagbo vont aux élections. Pour proclamer les résultats, c'était Guy Honoré, qui était le président de la commission électorale. Les résultats ne sont pas encore finis d'être déclarés. Laurent Gbagbo, avec le soutien des socialistes à l'époque, commence à faire des déclarations et se proclame vainqueur. Et effectivement demande aux populations de sortir pour mettre fin à la forfaiture. Et effectivement, que vous soyez RDR, FPI, tout le monde est descendu. Parce que la base de l'élection était forte. Les candidats naturels des différentes représentations, même ne serait que idéologiques ou ethniques, n'étaient pas dans les élections. Et cette frustration-là va faire que tous les Ivoiriens presque vont descendre dans la rue. Sinon, le FPI a toujours été un parti ultra minoritaire, un parti xénophobe, un parti qui n'a pas de programme de campagne et donc qui n'a pas de militants. Mais à la faveur du fait que les militants RDR vont s'ajouter, avec à l'esprit que si on arrive à enlever Guy Robert, on va pouvoir reprendre les élections. Effectivement, Guy, sous la pression populaire, s'en va. Et vous savez comment Laurent Gbagbo va commettre son premier coup d'État. On a déjà suffisamment expliqué ça ici. Ça est sur là, en vidéo, vous pouvez voir. Il prend le pouvoir. Et lorsqu'il prend le pouvoir, le même jour d'octobre, à la RTI, il lance ceci. Je demande à toutes les forces de défense et de sécurité d'utiliser tous les moyens possibles pour étouffer les contestations. Or, ce sont ces mêmes contestations qui t'ont amené au pouvoir. Mais pourquoi tu as peur d'eux? Et c'est là qu'il prouve qu'en réalité, contrairement à ce que les gens veulent dire, est-ce que les militants du FPI pouvaient continuer la contestation? Si c'est seulement les militants du FPI qui étaient sortis, non. Eux, ils seraient heureux. Mais pourquoi la contestation continuait? La contestation continuait parce que les gens du RDA ont dit le pouvoir est dans la rue, il faut qu'on reprenne les élections. Laurent Gbagbo dit utilisez donc tous les moyens aux forces de défense et de sécurité, parce que quand tu parles à un civil, quand tu parles à un militaire, il faut savoir que ce qui fait du militaire, le militaire c'est un civil en armes. Et quand tu lui parles, c'est les moyens qui font de lui ce qu'il est qu'il va utiliser. En parlant au militaire d'utiliser tous les moyens qu'il faut pour mettre fin aux contestations, on va voir des tueries. Et donc, à quelques heures de sa prise de pouvoir, Laurent Gbagbo commence déjà à tuer les Ivoiriens. Bédié a été exécrable. Il y a eu des morts, comme les assassinats de certains journalistes. Mais connaître la mort des Ivoiriens et instaurer la mort, les escadrons de la mort, les tueries massives, les pogroms, les charniers, cela naît automatiquement avec Laurent Gbagbo. À partir du 26 octobre 2002, Laurent Gbagbo lance cet appel. Les Bécoins et autres se donnent à une chasse à l'homme pour éliminer massivement des personnes et on va retrouver des charniers à Yopougon. Voilà donc comment Laurent Gbagbo entre dans sa prise de pouvoir. Il prend le pouvoir sans se soucier du mal qu'il a fait, du pouvoir qu'il a usurpé, et de ce pouvoir scabreux que lui-même il reconnaît. Laurent Gbagbo ne sera jamais capable de montrer un programme de campagne ou de dirigeance
encore moins être capable de dire aux Ivoiriens, voici ce qui me permettra d'être un dirigeant. Et donc, dans ses non-capacités absolues, il va commencer déjà à renforcer ses positions militaires en faisant une chasse aux militaires, aux gendarmes, à toutes les forces de défense et de sécurité qui sont originaires du Nord. Je vous prie de cette liste macabre, mais beaucoup seront tués. Ça encore, ça va augmenter. En plus de ce que Bédi a fait, en termes d'injustice sociale, en plus du charnier de Yokubon, qui sonne dans la tête des gens du Nord comme un signal pour vous dire, ce nouveau régime qui est venu là ne va pas simplement se limiter, comme ce que Bédi a fait à parler et à vous violenter. Ce nouveau régime du FPI va vous broyer jusqu'à dans vos tombes et ne vous enterrera pas un ou deux. Ils vont vous tuer par masse et vous enterrer. Ils sont donc dans une logique d'extermination, de génocide du peuple du Nord de la Côte d'Ivoire. Telle était donc la présentation du régime de Laurent Gbagbo. Et donc, il ne va pas se gêner. Là où les civils sont censés être protégés par des militaires, quand ce sont ces militaires qui deviennent eux-mêmes les victimes, mais sur la base ethnique, les gens du Nord se disent, nous n'avons pas d'autre choix. Et ça étonne certains quand on raconte la vraie histoire de la Côte d'Ivoire, de ce qui s'est passé, vous pouvez parler. Mais un garçon comme moi, éclaireur pro-vérité, qui est témoin oculaire et vivant des faits, on va raconter la vraie histoire de la Côte d'Ivoire pour que les gens sachent les détails. Et vous ne pourrez rien faire pour nous empêcher. La rébellion a été une bénédiction pour les gens du Nord. On va revenir à cela. Parce que sans la rébellion, les gens du Nord aujourd'hui auraient eu des cordes au cou, comme à l'époque de Kinta Kunte, et on leur aurait fait manger leur propre caca en Côte d'Ivoire. Et donc, le RDR a été la machine politique qui a lancé le message. Un militaire n'est pas quelqu'un qui est censé réfléchir. Il n'est pas formé pour être un dirigeant. Un militaire est formé pour imposer la force des armes. Celui qui est formé pour être un dirigeant de la cité s'appelle un politique. Je dis bien un politique. Je n'ai pas dit un politicien. On se comprend très bien. Et donc, le RDR aura été la machine qui va nous révéler les talents. D'abord, le RDR naît, comme je l'ai dit, sur une base d'équité sociale, de justice sociale. Mais posez-vous une seule question. Si le RDR n'avait pas existé, est-ce qu'Alassane Ouattara aurait existé? Si le RDR n'avait pas existé, est-ce qu'on aurait pu trouver Alassane Ouattara? Non. Mais quel a été le mérite du RDR? Le mérite du RDR, c'est de nous avoir offert, je vais dire à ceux qui sont épris de justice, puisque dans cette lutte-là, vous retrouvez toutes les tendances. Et Jenny Komina lui-même n'est pas du nord de la Côte d'Ivoire. Vous retrouvez toutes ces tendances. Et le mérite du RDR, c'est de nous avoir fait découvrir Alassane Ouattara, qui va se déclarer comme un leader naturel, un leader charismatique et un leader qui a une vision. Et vous voulez qu'on ait honte de ce RDR-là? Même Alassane Ouattara, même devant lui-même là, moi je lui dis je suis RDR, demain, après-demain, jusqu'à ma mort. Parce que ce n'est pas un parti du Nord, on ne va jamais accepter de laisser ça aux gens du Nord. Mais c'est un parti qui a écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire en combattant l'injustice. Et ça c'est très important. Et donc Laurent Gbagbo est capable donc de pouvoir offrir un projet de vie et de société aux Ivoiriens. Il va commencer lui-même aussi à utiliser les ingrédients de la violence armée, mais aussi de la stigmatisation approfondie des Ivoiriens. Ah, c'est là qu'on verra les termes vrai Ivoirien. Ah non, tu n'es pas patriote. En fait, chez eux, être patriote, c'est appartenir à la tribu de Laurent Gbagbo. Et sinon, si tu n'es pas de leur tribu, il faut se soumettre à eux comme un esclave, comme ce qu'a fait Aïcha Koné et comme ce qu'a fait bien d'autres. Il faut accepter de manger leur caca comme ce que les Touré Moussa ont fait. Il faut accepter de perdre son humanité. Là, eux, ils décident de ta place. En fait, ce que Laurent Gbagbo voulait, c'était de trouver les Ivoiriens en face. Et lui, il allait exercer son pouvoir, mais surtout en opposant. Donnez-moi le nombre de conflits communautaires qu'il y a eu depuis que Alassane Ouattara est là. Et donnez-moi le nombre de conflits communautaires qu'il y a eu sous l'époque de Laurent Gbagbo. Ils vont eux-mêmes armer certaines communautés
pour attaquer d'autres communautés. Ils vont armer certains jeunes gens pour attaquer d'autres communautés, créer des faux conflits et essayer de toujours jouer les pompiers. Et malheureusement pour lui, la même situation va aussi s'opérer dans l'armée. Et ils vont commencer à faire du nettoyage, surtout des populations du Nord, ceux qui sont les gradés, les soldats, tous ceux qui les inquiétaient dans l'armée. C'est ça qui sera la raison qui va faire que ces jeunes gens, comme Chérif Ousmane, comme Thio Fosier, comme Kone Messamba, comme, comment on appelle, bien d'autres que vous connaissez, vont se retrouver effectivement au Burkina Faso. Et ils vont demander l'aide de Blaise Compaoré. Ce que beaucoup ne vous disent pas, c'est que Blaise Compaoré a pris le temps de dire à Laurent Gbagbo, tu as des jeunes soldats ici. Vous avez organisé le forum de la réconciliation. On a envoyé certains, tu les as liquidés, tu les as tués. Mais il ne peut pas rester indéfiniment là. Trouve une solution avec tes jeunes gens. Ne les laisse pas là parce que c'est des militaires. Tôt ou tard, ça va se retourner contre toi. Mais qu'est-ce que Laurent Gbagbo dit? Ah non, ce sont des nageurs au dos nu. Quand ils viendront, on va leur donner le traitement qu'il faut. Mais vous avez tué ceux qui sont venus en premier à cause du forum de réconciliation parce que vous les avez tués lâchement. Mais c'est resté dans la conscience. Et en plus de cela, Laurent Gbagbo en réalité n'avait pas envie d'honorer ses engagements avec Blaise parce que chaque mois, il percevait de 1989 jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir, il percevait 20 millions de francs CFA avec Blaise sous la promesse que lorsque Blaise va devenir, lui Laurent Gbagbo sera président, il va offrir le port de San Pedro à Blaise pour pouvoir faciliter ses transactions. C'est la même chose que Assimi, Soro Guillaume a fait à Assimi. Il a dit à Assimi, il faut embrouiller Alassane avec cette histoire-là. Si on arrive à le déstabiliser et que les militaires se soulèvent pour créer la chienlit et qu'Alassane quitte le pouvoir, je vais faciliter vos rapports avec le port de San Pedro. En fait, Soro Guillaume pense qu'il peut utiliser les mêmes méthodes que Laurent Gbagbo a fait à Blaise Compaoré. Il peut utiliser les mêmes méthodes sur Assimi Goïta. Mais depuis hier, Assimi a mangé son totem. Et donc, incapable donc d'assurer, une fois le pouvoir pris par Laurent Gbagbo, sa parole d'honneur vis-à-vis de Blaise, il va se foutre de Blaise et se foutre de ces jeunes gens. Et tout naturellement, je n'ai pas les preuves pour vous le dire de façon concrète, mais tout le monde sait qu'ils étaient au Burkina. Et tout le monde sait qu'en quittant le Burkina, ils ne sont pas venus avec des lance-pierres. Donc c'est ça, c'est vrai. C'est le Burkina qui les a armés. Puisque tu les as laissés t'entraîner, tu les as laissés là-bas. Mais Blaise aussi, c'est un homme. Les investissements qu'il a fait. Toi, Laurent Gbagbo, quand tu sors pour dire que tu ne vendras pas la Côte d'Ivoire. Mais il faudrait que les Ivoiriens te demandent, on ne vend que quelque chose qui a été mis sur le marché. Mais ce marché-là, ça a été établi où? Quand tu sors pour dire que tu ne vendras la Côte d'Ivoire à personne, il faut expliquer le marché-là a été établi où? Laurent Gbagbo, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais eu le courage de nous dire. C'est son ami de longue date, Bernard Doza, qui va venir nous donner ses secrets. Pour dire que Blaise avait vendu, Gbagbo avait vendu la Côte d'Ivoire au Burkina. Et n'étant pas capable de respecter le deal, il va donc souhaiter et utiliser cette aubaine de la rébellion qui certes avait un objectif noble et qui était venu pour chasser Laurent Gbagbo. Malheureusement, par la force des choses, quand le coup échoue le 19 septembre 2022, on doit aller de négociation en négociation. Soro Guillaume sera choisi comme le porte-parole. Et Dieu merci, je vous ai déjà expliqué les tenants et les aboutissants, comment Soro Guillaume et Laurent Gbagbo ont fait un deal contre la Côte d'Ivoire pour s'imposer. Et dans le deal, ils ont décidé, ils laissent la rébellion, ils se partagent le pays. Soro Guillaume prend les centres nord, CNO, centre nord et ouest. Ils restent dans une situation de confusion comme ça. Et chacun exploite le pays à sa guise pour s'enrichir. Et comme Laurent Gbagbo peut utiliser le prétexte de la guerre pour ne rien faire, et donc, voilà l'aubaine pour eux tous. Que d'Ivoiriens ne sont morts à cause du complot de Soro Guillaume et de Laurent Gbagbo. Et que de richesses n'a été pillées. Mais entre-temps,
que de malheurs n'ont connu les populations. Que vous soyez Baoulé, que vous soyez Djoula, que vous soyez Sénoufo, que vous soyez opposants dans le sud de la Côte d'Ivoire, les gens étaient tués comme des chiens. Les étrangers, eux, les plus malchanceux comme les Maliens, étaient brûlés vifs et leur ambassade à la liste macabre là-bas. Ça est sur notre page que vous pouvez voir et lire. Et donc voilà brièvement l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et donc Laurent Gbagbo, on arrive en 2005. De 2000 à 2005, pouvoir totalement scabreux. Gestion calamiteuse. La guerre arrive et en 2005, au lieu d'utiliser l'argument des élections pour mettre fin à l'existence de la rébellion, Laurent Gbagbo trouve des subterfuges et se maintient au pouvoir et allonge indéfiniment la souffrance des Ivoiriens en ne pouvant pas aller aux élections. Mesdames et messieurs, vous me donnez une seconde, je vais bloquer quelqu'un qui met des têtes de mort. Voilà, c'est déjà chose faite. Et donc, dans ces conditions, donc, en 2005, il refuse d'organiser les élections. Quand il refuse d'organiser les élections, au lieu d'utiliser l'argument des élections pour mettre fin à organiser les élections, il signe un deal, il reste là. Et lui-même sera tellement fier, il dit les gens qui voulaient m'enlever m'ont donné un mandat cadeau. Usurpation du pouvoir d'État, phase numéro 2, après avoir volé le pouvoir d'État en 2000. Et donc dans la tête de Laurent Gbagbo, il s'est dit mais finalement, c'est que je peux utiliser cette situation-là pour me jouer des Ivoiriens. Et c'est pourquoi il a dit en 2005, quand il a réussi à faire ce deal-là pour se maintenir au pouvoir, il dit Soro Guim a été son meilleur premier ministre. Mais qu'ils nous disent les travaux que Soro Guim a fait. Qu'ils nous disent ce que eux deux ont posé comme acte à l'avantage des Ivoiriens. Rien, zéro. Mais comment quelqu'un peut être ton meilleur premier ministre s'il n'a rien apporté, toi-même tu n'as rien apporté? Mais effectivement, il a été son meilleur premier ministre parce qu'il lui a permis de s'accrocher au pouvoir dans l'illégalité. C'est ce que Laurent Gbagbo nous disait. Et tant que ce deal-là pouvait continuer, c'était intéressant et pour Soro Guim et pour Laurent Gbagbo, mais entre-temps, les populations de quelques zones géographiques que vous soyez, nord, sud, centre, ouest, les Ivoiriens souffraient. L'économie se retrouvait dans un état de PPTE, pays pauvre, très endetté. Mais ce n'était pas le problème de Laurent Gbagbo, tant que lui pouvait être au pouvoir. 2005, on arrive à 2010. Laurent Gbagbo s'est dit, si j'ai pu voler le pouvoir en 2000, j'ai pu me maintenir légalement en 2005, ça veut dire que je peux, si Soro Guim est d'accord avec moi, je peux ruiser encore pour ne pas organiser ces élections. Et donc la communauté internationale va mettre assez de pression. C'est après les accords de Pretoria qu'ils vont donc se résoudre d'aller aux élections. Mais en allant à ces élections, Laurent Gbagbo savait très bien, comme je vous l'ai dit, que lui, même avec le pouvoir, il est ultra minoritaire. Laurent Gbagbo le sait très bien. Quand tu bases ta politique sur la tribu, ou bien une seule région de la Côte d'Ivoire, tu ne peux pas gagner. Laurent Gbagbo le sait très bien. Et donc, pour se maintenir au pouvoir, il faut forcément utiliser la violence, il faut tuer les autres, créer la peur. Et c'est pourquoi vous allez voir l'existence des escadrons de la mort, les miliciens du GPP, les miliciens du FLGO, les miliciens du MILOSI, les miliciens de l'APW, qui vont être là pour tuer massivement les populations. De 2002 jusqu'en 2010, ces mouvements-là vont tuer avec la bénédiction de Laurent Gbagbo. Et sans oublier que les cadres de l'Ouest, comme ceux que vous connaissez autour de lui actuellement, vont dire à leurs jeunes gens, ne vous pressez pas, on est au pouvoir, prenez les armes, tuez les Baoulés, tuez les Djoula, tuez les Sénoufo, tuez les Maliens, tuez les Burkinabés, et vous prenez leur terre. Voilà comment ces populations ont été mises. Et ce que je dis, il y a un colonel de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui vient confirmer parce que c'est lui qui a mis Laurent Gbagbo au pouvoir. Et dans ses regrets, il a eu à faire la confession que tout le monde a entendue ici. Et donc 2010, contraint donc par la réalité politique internationale, Laurent Gbagbo dit que lui n'a pas d'argent pour faire élection. Les gens lui disent, comme tu dis que tu n'as pas d'argent, nous on va organiser l'élection là. Ok.
Laurent Gbagbo dit que le pays n'est pas unifié. Les gens lui disent, même si le pays n'est pas unifié, faisons une élection. Celui qui va sortir de ces élections-là, on va imposer la paix. Parce que les rebelles n'auront plus d'arguments pour dire que la personne en question n'est pas reconnue. Et donc, Laurent Gbagbo même dit, comme c'est comme ça, pour qu'il n'y ait plus de palabres, j'appelle l'ONU. Ils n'ont qu'à venir certifier les élections. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a ratifié pour entrer dans la CPI. C'est lui-même qui a signé que la Côte d'Ivoire va faire partie de la CPI. C'est ce que j'ai dit, la tombe que tu creuses là, tu finis par tomber dedans. Donc, comme c'est toi qui as créé ce pays-là, tu allais goûter 10 ans, donc c'est bien. Et donc, le monde entier qui a besoin de la Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire qui a besoin du monde entier, se dit, on va investir pour qu'on quitte dans cette situation de guerre. Les gens investissent des millions. On mobilise un poste spécial. On crée un poste avec un représentant pour certifier les élections. On finance ces élections. On va au premier tour. Tout se passe très bien. La réalité, je vous le dis aujourd'hui, la réalité des vrais chiffres, Alassane avait déjà gagné les élections au premier tour. Allez le dire partout. Alassane est vivant. Si je mens sur lui, les caciques du RDR sont là. Je dis bien les caciques du RDR sont là. Parce que s'il n'y avait pas RDR, il n'allait pas avoir RHDP. On ne va jamais laisser le RDR. Et je le dis à tous, moi je ne suis pas du Nord, mais moi je suis RDR dans l'âme. Jusqu'à la mort. Parce que c'est le seul parti qui a dit, on ne va pas diviser les Ivoiriens. On va s'opposer même en mourant. Et c'est ça que nous voulons. Que tout le monde soit libre. En réalité, au premier tour de 2010, Alassane Draman Ouattara était vainqueur avec 51%. Allez le dire partout. Comme ils veulent qu'on dise la vérité là. Moi, je ne suis pas un extraterrestre. Ce que je raconte là, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont plus âgés que moi. Il y a des gens qui sont plus petits que moi. Mais nous tous, on était témoins oculaires. Alassane a gagné les élections. Mais connaissant les velléités de Laurent Gbagbo, ils vont troupatouiller les chiffres et faire sortir Alassane Ouattara comme deuxième aux élections. Lui, Laurent Gbagbo se retrouve en premier et Henri Konan Bédié troisième. Pour la paix, Alassane Ouattara dit de laisser les choses comme ça. Comme ils sont en RHDP, ils vont aller aux élections encore. Parce que la réalité, ce qui s'est déjà produit se reproduira. Si Alassane n'était pas vainqueur et s'il n'était pas majoritaire, il n'aurait pas été deuxième. Surtout que le RHDP à l'époque avait une identité non seulement politiquement, une certaine homogénéité politique, mais je veux parler même de l'aspect identitaire. À part sa tribu et ceux qui profitaient avec Laurent Gbagbo, les gens en avaient marre de son régime. En novembre 2010, avant le deuxième tour des élections, pendant les campagnes, Laurent Gbagbo promet de démontrer que c'est Alassane Ouattara qui est le père de la rébellion, de démontrer qu'Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, de démontrer qu'Alassane Ouattara n'est pas l'homme qu'il prétendrait être. Et quand il dit ça, ces gens disent, c'est vrai. Après encore, il dit, Alassane est le candidat des étrangers. Quand Alassane va prendre le pouvoir, il va vendre le pays aux Burkinabés, aux Maliens, aux Guinéens et les Français et tout le monde. Et que les Ivoiriens ne seront plus Ivoiriens chez eux. Et que ça sera la fin. Et donc de s'opposer à Alassane Ouattara. Et donc avec tout ce qu'il a dit, la vidéo est là. Quand moi je parle là, je ne dis pas non, il faut aller pour revenir. Si tu es élève de la classe, tout est là. Tout ce que je raconte là, je ne fais que reparler. Et il y a notre mère, Mariam Diomané, qui dit c'est vrai. Je faisais partie de ceux qui remontaient les résultats des élections. Ils ont bloqué tous nos ordinateurs. Dieu merci. Moi, je n'étais pas là-bas. Mais j'ai mes sources de renseignements. Et Dieu merci, chère mère, d'avoir confirmé ce que j'ai dit. Alassane a gagné au premier tour à 51%.
Dieu merci, cette mère-là dit qu'elle était dedans. Elle dit, moi je ne connais pas les détails qu'elle est en train de dire. Et donc, on va au deuxième tour. Mais bien avant, 3 jours avant les élections du 3e jour, il y a une rencontre, c'était un jeudi soir, entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Alassane fait un discours brillantissime. Il éblouit les Ivoiriens. Laurent Gbagbo va fuir toutes les questions. Il rentre en brousse comme on le dit. Il ne maîtrise rien. Et il ne fait pas les cassements des papos comme il l'avait dit. Et donc, même ses partisans sont déçus. Parce que là où on devrait pour une fois mettre Alassane Ouattara devant ses faits et lui dire tu n'es pas ce que tu prétends être. Et voilà tes limites. Et tu es le père de la rébellion et tu n'es pas ivoirien. Laurent Gbagbo fuit totalement la réalité. Et lui-même, ses partisans seront déçus. Mais comme ils avaient dit ceci, on gagne ou on gagne. Et ils avaient déjà mis une stratégie pour gagner les élections. Ils vont à ce deuxième tour. On doit proclamer les résultats. Il y a un temps, quand on finit les élections, il y a une échelle de temps pour déclarer. Ce n'est pas parce qu'on a fini les élections que tu vas faire 10 ans avant de déclarer les résultats. Si on dépasse ce temps-là, les résultats deviennent contestables. Et on ne respectera pas la Constitution. Et donc, comme c'est Youssouf Bakayoko qui était le président de la CEI, la Commission électorale indépendante, Laurent Gbagbo met tout en place. Quand les gens ont les résultats et qu'ils veulent annoncer, ils prennent la RTI avec les militaires tribalisés et ils attendent. Si vous êtes garçon, venez, vous allez déclarer. Même si vous coupez la vidéo là 1000 fois, je vais lancer 5000 fois. Mais ce que je sais là, je vais tout dire aujourd'hui. Coupez la vidéo. J'ai dit, même si c'est le cas demain matin, je suis là. Mais je vais faire ça propre. Donc ne vous fatiguez pas. Ce que je dis là, ce qui est faux, écrivez dedans. Ce que je dis c'est faux là. De façon exceptionnelle. Si vous êtes garçon comme moi, venez et puis vous dites là, tu as menti. Tu appelles sur le champ, je te prends. Toute personne, je suis ivoirien comme vous. J'ai dit, s'il y a quelqu'un qui est garçon, comme moi là, il n'a qu'à venir, il n'a qu'à appeler maintenant. Je te donne la ligne. Et puis on discute, débat direct, sans filtre. C'est moi éclaireur pro-vérité, je fais ça. Si ce que je dis là, ce n'est pas vrai, si tu es vraiment garçon, comme moi éclaireur pro-vérité, vrai garçon en grand caractère, prends ton téléphone et puis appelle pour dire, éclaireur, tu as trop parlé, ce que tu as dit là, ce n'est pas vrai. Et c'est ça qu'on appelle la dignité d'un homme. La vraie histoire de la Côte d'Ivoire, je vais la raconter proprement aujourd'hui. Chers parents, parce qu'il est président de la CEI, donc il n'a qu'à aller, on va le gorger. Alors que vous avez mis les conditions pour pouvoir éliminer les gens. Vous avez armé les Damana Picasse pour tirer sur les gens qui allaient aller déclarer les résultats. Demandez si Damana Picasse n'avait pas un pistolet sur lui quand on faisait la déclaration des résultats. Ça, c'est ce que vous avez pu voir. Mais la machine de la mort qu'ils avaient mis dehors, là, ils avaient voulu empêcher que les résultats soient déclarés dans le temps imparti. Et une fois que Youssouf Bakayoko et la CEI auraient été incapables de n'avoir pas respecté le temps, ils allaient maintenant dire à leur camarade, l'ancien président de la Cour suprême, j'oublie son nom, de venir proclamer, puisque la CEI a été incapable de proclamer dans le temps. Mais contre toute attente, parce qu'eux ils réfléchissent, mais eux ne savent pas que les autres aussi, Dieu leur a donné le cerveau pour réfléchir. Choi a demandé, c'est pas Alassane Ouattara qui a demandé, c'est le représentant spécial de l'ONU, M. Choi, qui a demandé à Youssouf Bakayoko, qu'est-ce que votre constitution dit? Ah, notre constitution dit qu'une fois que les résultats ont été compilés, on a telle échelle de temps pour annoncer. Choi dit, quel est l'endroit le plus sécurisé à Abidjan aujourd'hui? Ils disent, ah, c'est l'hôtel du Golfe.
Et donc voilà pourquoi et comment Youssouf Bakayoko se retrouve à l'hôtel du Golfe pour annoncer les résultats. Pour ne pas qu'on dise que non, comme la CEI n'a pas respecté les délais de temps, c'est pourquoi aujourd'hui ils ont appelé le président de la Cour constitutionnelle pour venir annoncer Yao Paul Ndré. C'est ça, merci beaucoup. Et donc ils sont pris à leur propre piège. Youssouf Bakayoko va, il annonce les résultats. Et ces résultats-là sont en faveur d'Alassane Ouattara. Déjà, leur plan a échoué. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Automatiquement, Yao Paul Ndré sort. Il dit non, non, non. En fait, les élections là, les chiffres ne sont pas vrais. Et pour rendre les chiffres vrais, il élimine 7 départements électoraux. De Bouaké au nord. Et tout se trouve dans le nord. Et bizarrement, l'élection s'est très bien passée dans les autres parties. Et donc, pour que Laurent Gbagbo ait 51%, il a fallu qu'ils éliminent 7 départements électoraux avant d'être capables de dire que c'est Laurent Gbagbo qui aurait gagné. Mais Dieu merci, comme nous sommes sur la terre des hommes, Choi, qui était le représentant spécial de l'ONU, et je l'ai dit ici hier, l'ONU a un devoir de maintenir sa crédibilité. L'ONU ne peut pas aimer quelqu'un pour te supporter. Comme l'ONU ne peut pas te détester et puis t'arracher ta raison. Eux sont en relation avec la CEI. Ils sont en relation avec toutes les représentations diplomatiques. Ils disent vrai là, au vu des résultats qui nous sont parvenus, ça confirme ce qui s'était passé au premier tour. Ce que je vous ai dit qu'Alassane avait gagné au premier tour là, ça confirme exactement le même résultat. Et les gens se disent donc, on a bien compris le problème. Et donc Youssouf Bakayoko n'a pas menti. Et on donne donc les résultats à toutes les représentations diplomatiques qui ont pris le temps de suivre le problème correctement. Et donc, Alassane Ouattara est reconnu et certifié comme le président ayant gagné par la CEI et par le certificateur des Nations Unies. Et on ne va pas se limiter à là. Laurent Gbagbo rentre dans sa guéguerre et il ne reconnaît pas les faits. Mais comme il compte sur la violence armée, il va donc se mettre à tuer les Ivoiriens pour essayer de faire enliser la crise. Les gens lui disent, écoute, il envoie les Afinguessan et autres au sommet de l'Union africaine. Les gens lui disent, avec tous les résultats qu'on voit, Laurent Gbagbo, tu as perdu. Les gens viennent lui dire ça. Alcide Djedje était dans la délégation. Simon Eve Gbagbo dit, toi Alcide là, les gens comme toi comme ça là, on doit les décapiter. Pourquoi le monsieur est venu, il leur a dit ce que l'Union africaine leur a dit. Et donc le monde entier se rend compte de la forfaiture de Laurent Gbagbo. Parce qu'il a toujours été habitué à voler les élections. Et malheureusement pour lui, une fois les élections certifiées, son compère du temps, Soro Gueye ne peut plus l'aider. Puisque l'ONU a vu clair dans leur jeu. Et les résultats ont été dit. C'est là que Soro Gueye va se résoudre à aller du côté de Ouattara. Pour rester du côté de Ouattara, pour sauver sa peau. Et donc, Laurent Gbagbo se met maintenant dans une haute assise et veut lutter contre tout le monde entier. Alassane Ouattara, dans un premier temps, lui dit, je te donne tout ce que tu veux pour ta dignité, dégage. Et pour faire respecter sa parole, Alassane Ouattara prend Obama à témoin. Il prend Sarkozy à témoin. Il prend Thabo Mbeki en témoin. Il prend le président du Nigeria en témoin. Tout ce que je vous dis là, écoutez très bien. Ça fait mal à beaucoup de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit que vous ne saviez pas, mais il y a beaucoup que vous savez. Mais ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, là, comme on le dit, ça va rentrer dans l'histoire. Et donc, au point même que Alassane Ouattara appelle Obama, il dit, parle à Laurent Gbagbo, même s'il veut qu'on fasse de lui un maître de conférence pour animer des conférences, on va lui trouver des universités où on peut le faire. Comme il dit qu'il est historien. Laurent Gbagbo dit non. J'étais toujours habitué à voler les élections et ce n'est pas maintenant que je vais arrêter.
Surtout que depuis sa tendre enfance, ceux qui le connaissent disent qu'il a toujours été mauvais perdant. Et que même petit, lorsque les gens jouaient ballon avec lui, quand il perdait, il prend le ballon et puis il s'en va. Mais c'est pas avec tout le monde on fait ça. Alassane Ouattara, là, lui-même sa maman sait qu'elle a accouché garçon. Alassane Ouattara, là, c'est un garçon pile. Il est tranquille, mais c'est piment sucré. Il a dit à Laurent Gbagbo, quitte. Si tu ne quittes pas, je vais te faire tomber comme un fruit pourri. Mais Laurent Gbagbo n'a pas compris. Laurent Gbagbo a persisté. Laurent Gbagbo a persisté. Il s'est isolé et il est resté là. Ah Laurent, quand tu n'es pas intelligent, c'est pas bon. Et c'est la même chose qui va arriver à Simi. La dernière fois où le journaliste t'a appelé, tu ne savais pas que c'était pour te repérer? La dernière fois, les journalistes t'ont appelé là, RFI, c'était pour te repérer, pour savoir où tu étais. Ils ont flammé ça dedans là-bas. Propre. Et puis ils n'ont pas voulu te tuer. Faut même pas. Non, 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 les instructions étaient claires. Alassane avait dit ne le tuez pas. Ça cause de ça, on ne t'a pas tué. Faut pas penser que tu es chanceux. Si ça dépendait de nous là, même ton morceau n'a pas retrouvé. Donc, faut dire merci à Dieu, merci à Alassane Ouattara. Mais la dernière fois où le journaliste t'a appelé là, c'était pour certifier que tu es là et connaître ta position. Sinon, ce n'était pas pour t'appeler pour raconter ton histoire ou mettre des balivernes. Et donc, l'ONU prend une résolution pour dire enflammer ce déchet et puis enlever-le. Ce n'est pas Sarkozy. C'est pas, oui, Sarkozy a aidé parce que tout le monde voit la vérité. Mais quand toi, si tu veux penser que tu es plus fort que le monde là, le monde te balaie. C'est ce qui va arriver à Simi. Donc, ce que je ne vais pas dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est qu'Alassane Ouattara avait 3 stratégies différentes. Mais le premier mot a déjà marché, pourquoi on va parler des 2 autres? Donc on laisse les 2 autres. Et donc, Laurent Gbagbo, aux alentours de 11 h du matin, il va se faire balayer. Et il va se faire cueillir comme un rat. Laurent Gbagbo, quand ils t'ont arrêté là, il y a 2 choses qui se sont passées. Il faut expliquer ça aux gens. Est-ce que tu n'as pas pissé dans ton caleçon? Ça, c'est 1. Est-ce que tu n'as pas dit, s'il vous plaît, ne me tuez pas? Il faut sortir pour nous dire ici, si tu n'as pas pissé dans ton pantalon, et si tu n'as pas demandé, s'il vous plaît, ne me tuez pas. Et c'est très important qu'un homme, quand tu veux que le monde te respecte, il faut t'accorder de l'importance en respectant les autres. Et donc, tu avais voulu être un dictateur, un sanguinaire, qui pensait qu'en tuant les gens, ils allaient avoir peur pour reculer. Mais on t'a montré que ta machine de la mort, là, on l'a vaincue. Et toi-même, on t'a pris comme un animal. Et la ratification que tu avais faite en 2007 pour entrer, si je ne me trompe, à la CPI, tu as été l'Ivoirien qui allait goûter avec ton compère en crime qui s'appelle Blé Goudé. Et le RDR aura été cet instrument. Toute personne qui se respecte et toute personne qui sait qu'elle a de la valeur, moi je préfère être RDR 1000 fois que d'être RHDP. C'est parce que c'est devenu doux aujourd'hui qu'on parle de RHDP. Quelle que soit la beauté d'un enfant, là, c'est une mère qui le met au monde. S'il n'y avait pas eu de RDR, il n'y aurait pas eu d'Alassane Ouattara, il n'y aurait pas eu de RHDP. Donc là, nous on préfère respecter l'origine. Et nous on préfère être fiers de nous. Sinon on a mené ce combat-là. Que ce soit militairement, idéologiquement et de quelque manière que ce soit. Sinon on a mené ce combat-là. Et sur la plateforme ici, il y a beaucoup de combattants. Je le dis très bien, des combattants qui ont pris les armes. Moi je les respecte. Je respecte Kone Messamba, je respecte Chérif Ousmane, je respecte Alassane Ouattara, je respecte Kone Zakaria, je respecte tout ce que je ne pourrais citer. Je respecte Koulibaly Daouda, alias Petit Vélo, celui-là qui manipulait correctement le DCA. Je respecte Cass. Je respecte tout ce que je n'ai pas cité. Mais surtout, je respecte le soldat ordinaire qui était au front. On se connaît tous. Je ne vais pas citer vos noms parce que je ne vous ai pas demandé. Sinon, tous ceux qui sont sur la plateforme qui ont combattu, j'allais citer votre nom. Et c'est pourquoi nous, là, on dit notre plateforme là. Si tu n'aimes pas, il faut quitter. Mais nous, là, on ne négocie avec personne.
Alassane Ouattara, là, si vous ne l'aimez pas, c'est votre problème. Mais si nous, on aime Alassane Ouattara et Cher Meraki, si nous, on est RDR, on n'a pas besoin que quelqu'un soit RDR. Alassane lui-même, là, si les garçons, il n'a qu'à sortir pour dire qu'il n'est pas RDR. Le jour qu'il dit ça, il va nous connaître. Et puis nous-mêmes, là, on est RDR. Nous, on s'en fout des faibles qui ne peuvent même pas assumer ce qu'ils sont. Tant que nous, on est vivants, et tant que nous, on assume, on n'a pas besoin des faibles. On n'a pas besoin des lâches. On n'a pas besoin des défaitistes. Cher Meraki, vous êtes RDR, vous êtes suffisant pour nous. Mère Blanc, vous êtes RDR. Mère Mimi, vous êtes RDR. Mère Mariam Diomandé, vous êtes RDR. Abbé Cyclone, vous êtes RDR. C'est suffisant pour nous. Alexandre Aoussou, vous êtes RDR. Samba Kone, vous êtes RDR. C'est ça, la dignité. Et c'est ce qui nous permet d'être vrais. Et c'est ce qui fait que vous avez peur de nous. Parce que nous avons été les seuls à pouvoir défendre la dignité des Ivoiriens, morceau par morceau, pour nous imposer à un gouvernement qui avait les moyens d'un État. Donc quand vous inquiétez les gens, quand vous menacez, c'est vous-même que vous menacez. Sinon là, nous on a coupé vos queues quand vous n'avez rien. Aujourd'hui là, nous on a tout. Ouais, si vous voulez qu'on vous dise la vérité, on vous a combattu quand on n'avait même pas d'argent. Mais aujourd'hui là, on s'est éduqué intellectuellement, on a l'argent, on ne dépend de personne. Et sachez aussi que nos généraux se sont bonifiés, nos soldats se sont bonifiés, et on ne va pas reculer dans ce combat-là. C'est le RDR qui a donné le courage à nos militaires. Et donc, à quoi sert-il de gagner le monde si c'est pour vendre ton âme au diable? À quoi sert-il de vivre si c'est pour perdre ta dignité? Nous, on préfère être RDR et combattre dans la violence pour nous imposer, plutôt que d'être dans la paix, mais d'être humilié. C'est ce qu'on est en train de dire. Même si demain, les gens de l'Ouest, du centre, du Nord ou de quelques parties de la Côte d'Ivoire sont ostracisés, on va prendre position et on va lutter contre le gouvernement qui va ostraciser. Ça ne sera pas un fait nouveau. Et on a les moyens de répéter cela 1000 fois. Et donc c'est très important. J'ai tenu à être long pour expliquer non seulement l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais pour vous dire que cet esprit qui est né là, ça ne va pas mourir. Ça sera un esprit de justice parce qu'il faut que le RDR vive et vive à jamais pour que chaque être humain soit libre, tant qu'il n'enfreint pas aux lois, de pouvoir bénéficier de la dignité humaine. Chère mère, merci beaucoup. Et je vous dis infiniment merci d'avoir soulevé ce pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je remercie aussi ceux qui sont avec nous. Mais surtout, l'essentiel pour moi, c'était de trouver des gens garçons pour venir me dire tu mens. Là, on n'allait même pas tourner. De la manière que tu as appelé là, on allait déposer l'histoire de la Côte d'Ivoire. L'émission n'est pas encore coupée. Mais si vous n'appelez pas, c'est que vous êtes des lâches. Si vous n'appelez pas, c'est que vous êtes des défaitistes. Si vous n'appelez pas, c'est que vous êtes des gens qui ont copiné avec l'injustice. Et vous voulez dénaturer l'histoire, ça ne passera pas avec nous autres. C'est ce qui est important. Et maintenant, ce que vous ne voulez pas savoir, nous sommes plus puissants que vous, même quand on était faibles. Et donc, aujourd'hui qu'on est devenu plus puissant que vous, on va vous inquiéter 3 fois. Alassane Ouattara sera notre candidat en 2025. Sauf si lui-même il dit qu'il est fatigué. Mais même ça, il ne pourra pas le faire. Il va falloir qu'il demande notre avis. C'est important pour nous.